Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit exclu parce que c'est la première fois que je montre un jeu de la N64. Alors la N64 c'est une console que je n'ai jamais possédée, à part maintenant parce que je l'ai acheté ici, mais je n'ai jamais possédé cette console et j'ai même envie de dire, je n'y ai joué que rarement en fait, même chez des potes, etc. Seulement quand j'allais chez des potes pour jouer à la N64, généralement c'était à ça ou à ISS, International Superstar Soccer. Voilà, donc ici on a la version Mario 64 japonaise. Alors je ne vais pas vous montrer une vidéo de cette console et de ce jeu surtout, pour la simple et bonne raison qu'il est tellement connu, et en plus cette version japonaise n'apporte rien de plus par rapport à la version française au niveau des persos, des tracés, etc. Mais je vais vous montrer la boîte et tout son contenu en version japonaise. Donc, ce Mario 64 pour moi reste l'une des plus grandes références du Mario Kart. Mario Kart, je l'ai sur sur tous les supports que je peux avoir ici de Nintendo. Je l'ai sur ma NES Mini, je l'ai sur ma Super Nintendo, je l'ai sur la GameCube, je l'ai sur la Wii, je l'ai sur la Switch, je l'ai sur la DS, je l'ai sur la 3DS et je l'ai sur la 64. Donc vraiment Mario Kart, j'ai testé tous les Mario. Et globalement, avec celui de la Super NES, le 64 est l'un des plus intéressants parce qu'il fait quand même la part belle à la conduite et non pas à la chance uniquement d'avoir l'item au bon moment qui fait que vous allez niquer le premier qui a fait une course parfaite et qui du coup va se retrouver huitième parce que tout le monde va s'acharner sur le premier. Et du coup, il finira huitième, alors que tous les autres derrière ont fait une course de merde où on fait voilà, que des mauvaises choses. Donc, globalement, ce Mario 64 est quand même axé sur la conduite. Alors, certes, vous avez des items pour balancer sur la gueule des gens, comme tout Mario 64 qui se respecte, mais avec celui de la Nintendo, de la Super NES, ça restait quand même avant tout de la conduite. Plus ensuite, si on pouvait envoyer voilà, des petites crottes de nez sur les gens. Bref. À partir de la Wii, parce que même on va dire que le double dash sur la GameCube était quand même un petit peu axé sur la conduite, même si ça commençait déjà à un petit peu puer du cul au niveau des... Bah voilà, c'est-à-dire que vous aviez beau être premier et faire une course parfaite et vraiment tout maîtriser, les raccourcis et tout, chaque fois, vous pouviez être sûr de vous prendre une carapace bleue que de toute façon vous ne pouviez quasiment jamais éviter. Voilà, et sur la Wii et sur la Wii U, les carapaces bleues étaient purement et simplement inévitables. Sur la Switch, la carapace bleue est évitable par... pour l'instant, j'ai trouvé qu'une méthode, c'est la méthode du marteau. C'est-à-dire que quand vous avez la carapace bleue qui arrive vers vous, si vous avez le marteau, vous pouvez donc annihiler la carapace bleue. Mais pour l'instant, franchement, c'est la seule technique possible. Et sur la Wii, il n'y avait pas d'autre choix, hein. Vous preniez en pleine gueule, sauf bug, si vous jouiez peut-être sur Internet, etc. Donc cette cartouche, alors chez Nintendo, eh bien vous voyez pour une fois, que ce soit le Japon ou la France, eh ben, on n'était pas forcément bluesé par rapport aux Japonais, parce que même les Japonais, ils avaient des trucs en carton. Alors ça c'est vraiment un truc que j'ai toujours détesté chez Nintendo jusqu'à la N64 justement, même si je ne l'avais pas, mais donc je pouvais voir quand même les cartouches de jeu. Franchement, faire des cartouches de jeu en carton. Non mais, surtout que la Nintendo 64, les jeux coûtaient extrêmement cher. On se plaint de la Sega Mega Drive ou quoi que ce soit, mais enfin, une cartouche de 64, si c'était un jeu quand même assez demandé ou quoi que ce soit, vous pouviez en avoir pour 400, 450, voire 500 balles. Une cartouche, 75 euros une cartouche. Vous n'allez pas me dire quand même qu'à 75 euros, on ne peut pas faire une boîte digne de ce nom. Et apparemment, c'était pas le cas. Donc de la NES jusqu'à la Nintendo 64, eh bien, il n'y avait que des boîtes de merde de la part de Nintendo. Donc si vous étiez dans un environnement un petit peu humide ou si malheureusement vous aviez laissé votre cartouche dans un endroit et vous avez mis des bouquins dessus, eh bien votre boîte était complètement défoncée. Alors là j'ai de la chance, la boîte est vraiment dans un état nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Nickel chrome. Donc la boîte reste
dans un bel état. Donc je vais essayer de la conserver dans cet état le plus longtemps possible et de ne pas jouer au con avec. Alors ensuite, dans ce petit truc en plastique qui franchement ne sert à rien si ce n'est que caler ça, mais ça ne renforce pas la solidité de la boîte en carton, absolument pas, parce que c'est vraiment c'est vraiment de la merde, c'est même pas solide, hein. Franchement, ils auraient mis une boîte bien solide en plastique, bon, je dis pas, mais là, regardez ça, quoi, c'est de la daube. Bien, clairement, les gens qui ont une Super Nintendo et qui ont peut-être eu au fil du temps beaucoup de jeux sur la Super Nintendo, franchement, montrez-moi vos boîtes. À part le mec qui est vraiment extrêmement précautionneux, la majorité des boîtes, elles sont complètement défoncées, quoi. Complètement défoncées. Donc la cartouche qui pèse quand même un poids pas dégueulasse, dans un état aussi très très bon, voilà, très joli, bien préservé, bon cartouche normale. Donc maintenant je vais vous montrer en fait cette partie là. Alors ici il n'y a rien de spécial, donc on vous dit simplement que brancher la prise quand vous avez les mains secs c'est bien, et brancher la prise quand vous avez les mains complètement mouillées c'est pas bien, d'accord? Vous avez compris? Donc ça c'est très important, si vous ne le saviez pas, je vous apprends quelque chose. Ici, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Je n'ai pas du tout d'idée de ce que peut être ce truc. Je pense que ça va être sur l'épilepsie, parce que je pense qu'ici, on vous dit qu'il faut faire une pause de 10-15 minutes quand vous jouez, peut-être toutes les heures, etc., pour éviter d'avoir les yeux complètement défoncés. Alors ensuite, l'intérieur de cette magnifique notice, qui est très très belle. Par contre là, la notice, elle vaut le coup, ça c'est sûr. Elle est très jolie, le papier est de très très bonne qualité. Tout est extrêmement bien expliqué, les modes et qui peut y jouer ou non, en 1, 2, 3 ou 4 joueurs évidemment. Voilà, alors en même temps, il n'y a pas énormément de modes de jeu dans ce Mario Kart. On va vraiment à la base, hein. Vous avez le Grand Prix, le Versus. Vous avez aussi le truc avec les ballons et tout, là, les jeux, là, les mini-jeux. Ici, donc, on a les personnages que vous pouvez avoir, il me semble, dès le début du jeu. Donc, Peach, Kinopio. Donc, Kinopio, c'est pas son vrai nom, c'est Todd, Yoshi, Mario, Luigi, Donkey Kong, Wario, Koopa. Il l'appelle pas Bowser. Même au Japon, il l'appelle pas Bowser. Il l'appelle Koopa. Ouais, donc, d'accord, ok. Bon, jamais vraiment fait attention à ça. Ici, vous avez donc les fameuses coupes du Grand Prix, la coupe champignon, la coupe fleur étoile et la super coupe, là, la machin. Ensuite, vous avez le screenshot des circuits, des 4 circuits par coupe. Donc ici, vous avez déjà 16 circuits. Ensuite, explication de l'interface. Voilà. Donc c'est assez, enfin je pense que, moi je parle pas japonais, hein, mais je pense que franchement c'est bien expliqué, c'est assez clair, et ça c'est quelque chose qui vraiment manque dans les versions, en tout cas françaises, c'est que généralement souvent on vous donnait une notice où on vous disait des choses, mais globalement c'était absolument pas clair. Je pense notamment à une vidéo de Joueur du Grenier sur Batman, sur Super Nintendo il me semble, où vous aviez je sais pas combien d'items différents et les explications étaient complètement bidons, alors que il y a très peu de chances que au Japon, dans le manuel japonais, ça ait été écrit de la sorte. Il y a très peu de chances. Donc généralement les Japonais sont quand même beaucoup plus tatillons sur vraiment comment bien expliquer le jeu, à quoi sert ceci, à quoi sert cela. Voilà. Donc cette notice est bien illustrée, mais tout en ayant quand même pas mal de texte pour bien vous expliquer les choses techniques, parce que évidemment Mario Kart, ça reste quand même aussi un jeu extrêmement technique, surtout sur le Mario 64, notamment pour les dérapages et comment prendre l'aspiration, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de savoir que dans ce genre de notice, au moins ils avaient mis le paquet pour expliquer aux gens. Alors évidemment, toujours un petit peu de promo pour acheter, hein, le contrôleur pack, évidemment, hein, 1000 yens, alors je ne sais pas combien ça fait 1000 yens en euros, je ne sais plus. Donc ici, ben, on vous explique pas, là, bon, là il y a quasiment que du texte, clairement. Bon, très bien.
les options. Alors j'aime bien parce qu'il y a écrit option en anglais, après c'est tout en japonais. Donc en fait, les japonais n'ont pas le mot option, en fait, apparemment. Hein. Ça n'existe pas le mot option écrit en caractère japonais. Ils sont obligés d'écrire en anglais. Alors ici, vous avez toutes les maps. Vous voyez, et ça c'est ça. Alors je ne sais pas si sur la version française de la notice c'était expliqué de la sorte. Vous avez le départ et je pense qu'ici en cercle vous devez avoir les lieux où vous avez les cadeaux. Peut-être, je pense, il me semble. Donc ça je pense, voilà, ça c'est vraiment pas mal comme truc. C'est bien expliqué, c'est bien montré. Voilà, tout est déjà. Vous avez déjà une bonne idée avant même de lancer le jeu de comment faire et de pas forcément découvrir les choses au fur et à mesure. Alors il y a des gens qui aiment découvrir au fur et à mesure, donc c'est très bien. Il faut aussi il y a des gens comme ça, mais il y a aussi des gens qui préfèrent d'abord bien analyser les tracés et voir un petit peu où se cachent les trucs. Et puis ensuite se mettre au jeu. Voilà. Donc au moins, vous avez la possibilité évidemment de jouer directement ou alors de pouvoir bien analyser les choses. Et de ce point de vue-là, c'est quand même sympa. Et donc là, vous avez 4 arènes aussi pour les jeux, les mini-jeux. Donc en fait, vous avez 16 courses, plus peut-être le mode miroir dans le Mario 64. Je ne sais pas s'il y avait le mode miroir, certainement d'ailleurs. Donc 16 courses, on va dire x2, parce que le mode miroir, c'est considéré comme si vous aviez un nouveau circuit, mais enfin bon, moi je vois pas en quoi c'est un nouveau circuit. Bref, donc on va dire 16 x2, plus 4 arènes de mini-jeux. Voilà, ensuite ici nous avons les explications concernant la manette. Alors la manette de Nintendo 64, beaucoup de joueurs vont vous dire que c'est une manette exceptionnelle, c'était vraiment super. Bon, moi honnêtement, comme j'ai jamais vraiment eu cette console, je peux pas me prononcer dessus, donc je vais pas donner un avis qui ne sert à rien. Globalement, au niveau du design et de la prise en main, moi quand je l'ai dans les mains, je trouve pas que ça soit exceptionnel. Maintenant, je pense que dans les premiers jeux comment ça s'appelle, en FPS, comme notamment GoldenEye et Perfect Dark, je pense que c'était l'une des manettes qui était la plus apte à faire du FPS par rapport aux autres manettes de l'époque sur les autres consoles. Clairement, je pense que c'était vraiment une très très bonne manette pour ça. Maintenant, quand moi j'ai pu jouer par exemple à ISS ou à Mario Kart sur ce type de manette là, bon, j'ai pas trouvé franchement que ça cassait des briques. Maintenant, je ne critique pas cette manette, je dis que c'est pas pour moi la manette avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Voilà, et puis ensuite là vous avez toutes les explications concernant les objets. Le champignon simple, le champignon triple, le champignon infini pendant un temps, mais vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez pendant un certain temps. Évidemment, l'étoile qui vous permet d'être invincible pendant un certain temps. L'éclair qui rapetisse tout le monde et qui fait perdre les objets des autres. Merde, c'est quoi non, merde, je me rappelle plus comment il s'appelle lui. Le fantôme qui me semble va pourrir la gueule des autres ou peut-être voler un item aux autres, je ne me rappelle plus. En tout cas sur la Switch, ce personnage-là va voler un item pour vous en rendre un. La simple carapace rouge, la simple verte, la triple verte, une qui permet de vous tracer, une qui part selon la direction que vous avez visée, mais celle-ci vous suit. La carapace évidemment qui vous suit jusqu'au bout de l'enfer et qui va niquer le premier. La simple banane, la triple banane, la banane, la multi-banane, et puis ici c'est, je pense, le random. Vous choisissez, c'est un truc où on vous donne au hasard en fait le truc, je pense. Je me rappelle plus, hein, honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment joué au Mario 64, mais il me semble que c'était ça. Bref, voilà donc pour la présentation de ce Mario 64 version japonaise avec la notice, le petit fascicule pour expliquer comment l'utiliser avec la manette et les objets, la cartouche, le petit étui en plastique souple qui permet de caler tout ça, et ensuite évidemment cette fameuse boîte d'une solidité exemplaire qui résiste au temps et au typhon et au tsunami
surtout si vous l'avez bien rangé à l'intérieur d'un placard et sans rien dessus. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce jeu Mario 64 en version japonaise. Il n'y a pas de vidéo de jeu parce que bon, il est tellement classique que ça sert à rien. Et moi je vous dis à la prochaine.